Ok, merci à vous, merci pour l'invitation. On est très heureux avec Manon de venir parler de contraception masculine dans votre CPTS. Alors, du coup, le diaporama, je ne sais pas si ça affiche, là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, il est en accès libre, hein. On vous a mis le flashcode, le QR code qui vous permet de le récupérer. Et puis, on a transféré le lien qui donne accès. Donc, si après, on peut transférer le lien aux personnes qui se sont inscrites. Voilà, c'est un D'accord. diaporama, il est en accès libre. Voilà, la contraception masculine est un bien commun qu'il faut partager. Voilà. Alors, je vais y arriver. Voilà. Alors, donc Manon Lacroix et moi sommes médecins généralistes. On n'a pas de conflit d'intérêt avec le sujet. On est sociétaire d'Entrelac, mais ça ne constitue pas un conflit d'intérêt, puisqu'Entrelac est une coopérative à but non lucratif qui travaille au développement des contraceptions masculines en France et en Europe francophone. Manon, tu veux compléter? Bah non, rien. On n'a pas de lien d'intérêt financier, ni toi comme moi. Il n'y a rien de nouveau en tout cas me concernant. Ok. Alors, tous les deux, on appartient à un groupe de travail du Collège de la médecine générale qui s'est constitué il y a un peu plus d'1 an maintenant, spécifiquement sur ce sujet-là, qui a pour objectif de placer les médecins généralistes un petit peu au centre de tout ce qui peut se faire en termes de développement de la contraception masculine en France. On vous a mis le lien un peu plus tard dans le diaporama. Si vous voulez avoir des infos, ben, il faut pas hésiter à aller consulter cette page-là. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de contraception masculine? Rapidement, quelques chiffres. Tout d'abord, pour faire le constat que l'offre de contraception actuelle, elle n'est pas suffisante, elle ne fait pas le job dans la mesure où, malgré le fait qu'elle soit totalement remboursée, facilement d'accès pour les femmes de moins de 26 ans, eh bien, on a quand même encore beaucoup de grossesses non planifiées, 350 000 par an quand même, qui aboutissent soit à des IVG, dans les 2 tiers des cas, soit à des naissances qui sont des grossesses et des naissances qui sont plus compliquées. On a plus de mortalité infantile et maternelle pour ces grossesses qui ne sont pas planifiées. Et voilà, quand on extrapole un petit peu ces données-là, on arrive au chiffre suivant, 61% des femmes qui expérimentent au moins une fois dans leur vie une grossesse non planifiée. Et évidemment, ce sont les femmes qui payent un peu le prix fort de cette insuffisance d'offres contraceptionnelles actuellement. Autre raison, c'est l'inéquité de port de la charge contraceptive, où aujourd'hui, dans les couples français, alors les données sont un peu vieilles, hein, mais ça n'a pas beaucoup bougé depuis. Voilà, dans 90% des cas, quasiment 90% des couples, c'est la femme qui assure le port de la charge contraceptive, les 10% restants étant essentiellement l'usage du préservatif, un tout petit peu de retrait et un tout petit peu de vasectomie, même s'il y a quand même plus d'hommes vasectomisés maintenant qu'il y a 15 ans. Ça, c'est quelques chiffres sur pareil, le prix que payent les femmes de l'utilisation des contraceptifs qui s'appliquent au corps de la femme. Voilà, les contraceptions oestrogestatives, mine de rien, c'est quand même quelques accidents thromboemboliques tous les ans, quelques décès qui sont prématurés. Et ça, évidemment, c'est porté uniquement par les femmes et pas du tout par les hommes. Troisième bonne raison, c'est que la société s'empare du sujet. On vous a mis quelques titres de presse, il y a aussi des BD, des ouvrages, des livres. Voilà, ça fait 3-4 ans maintenant que la société, très clairement, est prête à entendre parler de contraception masculine. La déconstruction de la masculinité, ces choses-là, je pense qu'on a un petit peu avancé. Et voilà, il est clair que maintenant, c'est plus du tout un sujet qui est tabou et qu'il y a une vraie demande de la société de voir aboutir de nouvelles contraceptions pour les hommes. L'homme est prêt, on a des études qui le montrent, des études qui ne sont pas du tout récentes, hein, ça fait déjà une bonne vingtaine d'années qu'on questionne à la fois les hommes et à la fois les femmes. Alors les hommes, voilà, une majorité serait favorable à l'utilisation de nouvelles contraceptions masculines si elles existaient. Et puis, on a aussi des études qui montrent que depuis assez longtemps, les femmes seraient prêtes à faire confiance à leur partenaire pour s'occuper de ce travail-là.
Voilà un peu pour justifier. Alors, du coup, on a été vachement rapide. Il me semblait qu'on avait peu de diapos. Du coup, on a huit méthodes qui sont disponibles ou utilisées aujourd'hui en France. On ne les détaillera pas toutes. Voilà. Alors, on peut les classer en réversibles et en irréversibles. Dans les méthodes réversibles, on a la méthode hormonale, la méthode thermique qui sont peut-être un peu nouvelles pour vous. Alors, vous connaissez probablement la thermique, peut-être un peu moins l'hormonale. Le préservatif, dont on pourra dire deux, trois choses. Le retrait, l'abstinence périodique, l'injaculation, que personne ne connaît, et les pratiques non pénétratives, dont on parlera. Et puis, irréversible, il y a la vasectomie. Alors, les méthodes hormonales et les méthodes thermiques. On a deux acteurs français qui ont beaucoup travaillé sur ces deux sujets-là, les tic et tac de la contraception masculine. C'est le docteur Soufir qui a beaucoup bossé sur l'hormonal et le docteur Mieuxet qui a beaucoup bossé sur la thermique. Tout ça pour vous dire que la France, même si ça n'a pas été très visible, ça fait quand même une bonne quarantaine d'années qu'en France, il y a quand même des équipes de recherche qui ont essayé de faire avancer les choses. Alors, maintenant, c'est maintenant que je te repasse la parole sur ces... Yes, Ouais. oui, bien sûr. Et donc, du coup, Jean-Claude Sophir et Roger Mieuxet ont notamment rédigé ce guide il y a une douzaine d'années, 2012, qui a été publié dans Andrologie et qui est le guide pratique d'une contraception masculine et qui, à ce jour, est notre seul guide pour la pratique clinique. Il a ses défauts, notamment un certain manque d'exhaustivité et puis des manques d'actualité aussi. Je pense notamment pour la thermique, en fait, c'était bien avant l'invention de certains dispositifs qui aujourd'hui sont utilisés par les personnes qui utilisent ces méthodes. En tout cas, en attendant le futur guide du Collège de la médecine générale pour accompagner les personnes qui souhaitent utiliser ces contraceptions, il faut se baser dessus et il est en accès libre et on vous a mis un lien pour y avoir accès. Je veux bien que tu passes du coup. Le protocole, la contraception thermique par remontée testiculaire, nous, c'est comme ça qu'on préfère l'appeler, parce que contraception thermique, en fait, ça peut faire penser à tort qu'il s'agit d'une température externe. Or, c'est bien la chaleur du corps qui est utilisée hein, pour réchauffer les testicules. Et à 37 degrés, un testicule humain mature et pubère ne produit plus de spermatozoïdes tout en continuant son fonctionnement hormonal normal. Donc du coup, c'est un peu long, mais ça permet de bien comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire, il s'agit bien de mettre les testicules en position suprascrotale, proche de l'orifice inguinal, donc complètement remonté par rapport au scrotum, ce qui va les rapprocher du corps et donc de 37 degrés et arrêter leur spermatogenèse. Donc ça commence d'abord par un bilan initial avec un examen clinique pour s'assurer que ce mouvement de remontée il est possible sur les deux testicules et notamment qu'il n'y a rien qui gêne, qu'il n'y a pas de hernie inguinale, qu'il n'y a pas eu d'intervention sur le testicule, notamment une opération d'une torsion ou d'une cryptorchidie dans l'enfance où les testicules seraient fixés au fond du scrotum. Voilà, mais c'est à peu près les seules contre-indications hein, qui sont d'ordre plutôt anatomique. Et ça permet de prescrire aussi un premier spermogramme, c'est-à-dire avant contraception, puisque à l'heure actuelle, on a fait des études que chez des hommes qui avaient un spermogramme normal avant d'utiliser la contraception et chez qui on peut plus ou moins garantir la réversibilité de la méthode. Mais ça, on pourra en discuter après si vous voulez. En tous les cas, il faut partir avec des paramètres spermatiques normaux parce que si on fait cette méthode sur des gens qui sont dans un certain niveau d'infertilité, bah, peut-être qu'on n'arrivera pas à les faire retourner au même niveau après. En tout cas, on ne sait pas. Voilà. Une fois qu'on a passé cette première phase, le patient, l'homme, l'usager, on peut l'appeler comme on veut, va utiliser son dispositif. Donc là, on vous en a mis trois schématisés. Donc il y a les anneaux en silicone, il y a les slips d'origine de Toulouse qu'on appelle les slips toulousains, et puis il y a un sous-vêtement un peu plus allégé qu'ils appellent un jockstrap et que les usagers se cousent eux-mêmes avec des tutos YouTube ou dans des ateliers collectifs où le principe, en gros, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est un anneau dans lequel on passe la verge, la peau du scrotum,
et ça va faire remonter les testicules plus haut. Et donc, du coup, il faut les porter quelques heures par jour, progressivement, en augmentant un petit peu chaque jour, jusqu'à atteindre 15 heures par jour sur les heures d'éveil, donc en journée. Et une fois qu'on est à 15 heures par jour tous les jours, au bout de 3 mois environ, on va faire un nouveau spermogramme qui va montrer une réduction de la fertilité, a priori, si ça marche bien, voire même déjà l'atteinte du seuil contraceptif qui actuellement est, est inférieur à 1 million de spermatozoïdes par millilitre, sachant que le seuil d'infertilité, c'est en dessous de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Donc, on est bien, bien, bien en deçà pour garantir une bonne efficacité de la contraception. Et la plupart du temps, en tout cas, c'est pas rare, euh, les, les personnes deviennent azoospermes, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de spermatozoïdes à l'intérieur du sperme. Ça prend parfois 3 mois, parfois un peu plus. Voilà. Donc, on répète les spermogrammes jusqu'à atteindre moins de 1 million. Et ensuite, une fois qu'on est en dessous de 1 million, et ben, c'est parti, on peut l'utiliser comme unique moyen de contraception où on peut garantir une bonne efficacité avec un indice de Pearl qui est estimé autour de 2 de contraception féminine les plus efficaces, voire même la pilule euh, en utilisation quotidienne. Euh, sur cette phase-là, du coup, on fait des spermogrammes tous les 3 mois pour vérifier que on est toujours bien en dessous du seuil et s'assurer que la méthode, elle fonctionne toujours. Et on peut l'utiliser que sur 4 ans maximum, puisque c'est la durée maximale des essais cliniques jusqu'ici. Donc, la durée maximale pour laquelle on peut garantir une réversibilité à l'arrêt. Mais peut-être que en réalité, ça serait même plus long. On n'en sait juste rien pour le moment. Euh, et donc, du coup, au bout de ces 4 ans ou avant, si on souhaite arrêter pour une raison ou pour une autre, et ben, on arrête. Et là, c'est important euh, par prudence, d'utiliser une autre méthode contraceptive. Certains disent 3 mois, d'autres 6 mois. En tout cas, pour garantir un retour à la fertilité normale, limiter le risque de dégradation du matériel chromosomique à l'intérieur ou malformation fétale, sur lesquelles on a des données plutôt rassurantes. En tout cas, la prudence est de mise a priori, puisque ça pourrait dégrader quand même un petit peu le matériel génétique, voilà, des spermatozoïdes. Donc, on utilise une autre méthode, rôle 3 à 6 mois après. Et une fois que c'est tout normal, eh ben, on peut lancer des essais pour une grossesse si c'est notre souhait. Euh, donc ça, c'est les 3 dispositifs dont je vous parlais. J'ai même pas scanné ce QR code, je ne sais pas vers quoi il renvoie, Alan. Peut-être que tu peux me dire. Renvoie vers la page de l'ARDECOM, qui est D'accord. l'Association française de recherche et développement des contraceptions masculines, une vieille association post-68 art qui a beaucoup travaillé au développement des contraceptions masculines en France, qui a un super site plein de ressources, et notamment des vidéos qui Mm, montrent comment est-ce qu'on pose ce dispositif. mm. Voilà, ouais, c'est un peu plus parlant en photo qu'en schéma en tout cas. Mais oui, en vidéo, c'est encore plus parlant, mais on va pas vous faire ça à l'heure du déjeuner. Vous regarderez ça tranquillement de votre côté parce que c'est bien réel. Euh, Par ailleurs, donc un point important, comme je l'ai beaucoup dit pendant la présentation du protocole, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ignore hein, sur cette méthode. Et actuellement, c'est une des raisons pour lesquelles l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, a mis un interdit de police sanitaire sur la vente des dispositifs, et notamment l'anneau AndroSwitch, qui a fait pas mal parler de lui. Donc, depuis décembre 2021, un peu plus de 2 ans, on ne peut plus faire la promotion, la commercialisation, la vente des anneaux AndroSwitch, et donc in extenso de la méthode de contraception thermique par remontée testiculaire, en tout cas des dispositifs qui sont liés, parce que du coup, il n'y a pas de marquage CE sur ces dispositifs et qu'on attend des études de sécurité, d'innocuité et plus tard d'efficacité. On va en parler tout à l'heure, il me semble. Donc, nous, en tant que professionnels de santé, en gros, on doit se positionner
à la fois du côté, entre guillemets, de notre corporation et des autorités sanitaires. Et donc, du coup, en respectant la décision de la NSM, ben, on ne fait pas la promotion de cette méthode. Mais par contre, pour respecter notre déontologie et comme on le fait pour d'autres pratiques jugées à risque, entre guillemets, et ben, on a un devoir d'information et d'accompagnement des personnes. Et tout ça, ce n'est pas des notions qui sont incompatibles, au contraire. Et plus on est formé, informé et curieux sur la méthode, et ben, au mieux, on pourra aussi accompagner les personnes. Euh, et donc, cette information, ben, elle doit suivre l'état actuel des connaissances. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, le cancer du testicule, j'en ai pas encore parlé. A priori, il y a une très faible probabilité que ça ait un lien. C'est très difficile à prouver pour le moment. Probablement que quand beaucoup plus de gens utiliseront ces méthodes et depuis beaucoup plus longtemps, on pourra avoir des données plus rassurantes. En tout cas, actuellement, les histoires de mauvaise position des testicules, de chaleur et tout ça, ça aurait un impact sur le développement des cancers de testicules, mais plutôt sur des testicules non pubères, en raison de dysfonctionnements hormonaux, etc., etc. Bref, les données sont plutôt rassurantes et il va falloir qu'on reste vigilant là-dessus. Pareil, il y a un QR code, ça doit renvoyer vers la thèse peut-être de Claire Carton, peut-être. Ça renvoie à l'article, à la revue de littérature qu'on avait fait là en anglais rapidement, mais effectivement, il faudrait que je mette la thèse qui est sortie entre-temps. Ok, ça marche. Euh, le deuxième point, c'était ce dont je parlais tout à l'heure à l'arrêt de la méthode. Il y aurait un potentiel tératogène à ce jour inconnu et donc une prudence qui est de mise après l'arrêt. Euh, Si jamais il y a une grossesse qui devrait se produire, soit pendant l'utilisation, soit dans ces 6 mois après l'arrêt, en fait, finalement, on va pas, déjà, on va pas conseiller d'interruption volontaire de grossesse, hein, c'est pas notre rôle. Mais en plus de ça, a priori, il n'y aurait pas besoin de beaucoup, beaucoup plus les surveiller qu'une autre grossesse, c'est-à-dire euh, suivi échographique normal, proposition des dépistages, notamment des trisomies. Euh, mais ça pourrait être comparable à ce qu'on connaît déjà avec les grossesses qui surviennent sous isotrétinoïne ou d'autres médicaments à potentiel tératogène. Et, pareil, et le troisième point de vigilance, c'est sur la réversibilité. Donc jusqu'ici, dans les petites études, hein, j'insiste, les petites études sur quelques dizaines de couples maximum, il y a toujours eu euh, de la réversibilité dans ce qui a été publié. Euh, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Pas d'alerte. Et il y a pas, oui, voilà, on n'a pas eu de signe d'alerte, mais nous, on en a relativement récemment quand même. Ça se compte sur moins des 10 doigts de la main. Et en fait, c'est plutôt que ça prendrait plus de temps que 3 à 6 mois, mais parfois un peu 9, 12. Peut-être que Alan, tu peux compléter là-dessus. Oui, non, la réversibilité, on a eu deux, trois alertes là, d'hommes qui ont mis 6 à 12 mois pour revenir à l'état antérieur, sans qu'on puisse dire si c'est imputable ou pas au fait d'avoir Mm, pratiqué la remontée testiculaire. Bon, bon, c'est le seul truc sur lequel on manque encore de données, pour lesquelles on n'a pas de vraie alerte inquiétante, mais voilà, moi en consultation, je suis très rassurant sur le cancer. Je borde le risque de tératogénicité comme avec n'importe quel autre agent tératogène. C'est vrai que l'exemple avec le Roaccutane, le traitement anti-acné est très bon. Et par contre, vraiment, je dis bien aux hommes que sur la réversibilité, aujourd'hui, moi, je ne peux pas leur dire que je suis sûr à 100% que quand ils arrêteront, leur spermogramme redeviendra totalement comme avant. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il y a les derniers essais cliniques à faire pour répondre à cette dernière question avant qu'on puisse totalement valider cette méthode de contraceptive. mm, mm. Oui. Euh, oh, bah ça, je te laisse. T'es plus calé sur la. Ah, du contre-lac, juste que vous sachiez que voilà, la contraception masculine, il n'y a pas vraiment de business plan, personne ne peut faire de l'argent avec. Du coup, il y a 2, 3 ans, l'ensemble des bonnes volontés se sont rassemblées dans une coopérative qui s'appelle Entre la COP, dans laquelle tout le monde peut s'impliquer de très loin ou de plus proche. Le but du jeu, c'est de réussir à faire avancer
C'est un système qui fonctionne puisque après seulement une année, avec Entrelac, on avait réussi à soulever une subvention de 300 000 dollars pour faire un essai clinique de sécurité sur l'anneau de remontée testiculaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes motivé, il faut contacter Entrelac pour faire partie de l'équipe qui tâche de faire avancer tout ça. Oui, pareil, rapidement, juste pour vous montrer que depuis les années 70, la recherche sur la contraception masculine stagne quand même. Il y a quand même des choses à faire, il faut que ça avance. Et ça passe bien évidemment par la recherche. Entrelac est un bon outil pour réussir à faire de la recherche en contraception masculine. Voilà. Alors du coup, il n'a pas pris en compte ma mise à jour. Hop, je fais la mise à jour. Parce que j'ai rajouté des diapos entre-temps sur l'hormonal. Hop, hop, hop et hop. Juste pour vous parler un petit peu de l'hormonal. Donc la contraception hormonale, on est un petit peu près, on peut reprendre le même suivi que la thermique, c'est le même principe, hein. On est sur quelque chose qui va bloquer la spermatogénèse. Alors, c'est pas la température, mais c'est de la testostérone qui va exercer un rétrocontrôle négatif sur l'axe thalamo-hypothalamo-hypophysaire et qui, du coup, va bloquer uniquement la spermatogénèse. La fonction endocrine, hormonale des testicules est inchangée. On bloque juste la spermatogénèse, donc c'est le même principe. Une fois qu'on a bloqué, il faut attendre 3 mois, 3, 4, 5 mois pour réussir à tomber en dessous du seuil contraceptif. Et on surveille avec un spermogramme tous les 3 mois. Donc là, l'hormonal, aujourd'hui, c'est un protocole qui est basé sur des études qui ont été pilotées par l'OMS à la fin des années 80, début des années 90, et qui ont validé ce protocole-là. Donc c'est une injection intramusculaire hebdomadaire de 200 microgrammes d'énanthate de testostérone. Le nom de marque, c'est Landrotardine, qui était un médicament qui est commercialisé en France depuis très très longtemps, sur lequel on a quand même beaucoup de recul, qui montre qu'on a une haute efficacité contraceptive dans les études, les essais cliniques, et qui présente à peu près les mêmes contre-indications et effets indésirables que la contraception hormonale qui s'applique au corps de la femme. Je pense que on peut faire le parallèle assez direct. Donc, il y a les problèmes thromboemboliques, il y a les modifications de la peau, de la libido, du poids, du bilan lipidique. Voilà. Donc, globalement, on peut se dire que c'est un peu pareil. Alors, nous, les généralistes, on n'a pas le droit de primo-prescrire. Si jamais vous avez un de vos patients qui est intéressé par l'hormonal, eh bien, il faudra trouver dans votre réseau un urologue, un andrologue, un endocrinologue, voire un ou une gynécologue pour faire la primo-prescription. Et après, par contre, vous pourrez renouveler. Donc ça, c'est une première difficulté d'accès, mais il n'y a pas de raison. L'autre, c'est le fait que les études ont été menées que sur 18 mois. Donc, au bout de 18 mois, il faut arrêter, faire une pause de 6 mois, attendre qu'un spermogramme montre un retour à l'état antérieur pour pouvoir refaire de nouveau un cycle. Donc, c'est une offre qui existe. Elle n'est pas interdite par l'ANSM. Le médicament est commercialisé en France. Par contre, il n'a pas l'AMM pour la contraception. Tout ça, il faut donc le faire hors AMM, ce qui n'est pas un problème non plus, hein. Moi, souvent, je fais la comparaison avec le cytotec qu'on a utilisé pendant 30 ans pour les IVG médicamenteuses, qui n'a jamais eu l'AMM pour les IVG médicamenteuses, et ça n'a jamais été un problème. Donc, moi, je la propose systématiquement, cette stratégie contraceptive-là, et j'ai dans mon réseau un urologue, une gynéco qui accepte de faire mes primo-prescriptions, et je revois après les hommes et je fais les renouvellements. Voilà. Alors, pour en savoir plus, que ce soit sur la thermique ou sur l'hormonal, le guide qu'ont écrit Roger Mieuxet et Sophie, je ne me souviens plus de son prénom, et sont assez détaillés sur les contre-indications, le suivi, qu'est-ce qu'on prescrit, etc. C'est assez précis. Voilà. Dans les autres méthodes qui existent, qu'on considère comme de faible efficacité, on a quand même des choses qu'on pourrait dire. Donc là, je vous ai mis, donc il y a le retrait, la méthode basée sur les cycles, il y a les pratiques non pénétratives, le préservatif et l'injaculation. On peut dire 2-3 choses quand même. Déjà, concernant leur efficacité,
je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important à retenir, c'est qu'il faut arrêter de vendre le préservatif masculin comme une méthode très efficace. C'est faux. Les études sont formelles, en utilisation pratique. Quand les gens déclarent utiliser comme il faut le préservatif, eh bien, au bout d'un an, on a 15% de couples qui ont une grossesse quand même. Donc ça, c'est vraiment très important. Dans l'imaginaire collectif, le pénis est emballé, il y a une barrière imperméable, il ne peut pas y avoir de bébé. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est plus compliqué. Et voilà. Moi, assez souvent, je conseille aux couples d'associer le préservatif à une autre stratégie contraceptive en disant que le préservatif, il est surtout utile pour lutter contre les maladies qui sont sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, pareil, hein, la méthode basée sur les cycles et retrait sont des méthodes avec lesquelles on a quand même un risque de grossesse annuel qui est très élevé. Voilà. Mais on peut apporter un petit peu de nuance sur ces différentes stratégies-là. Tout d'abord, sur le retrait. Le retrait, ce qui est important, c'est de ne pas disqualifier les couples, les hommes ou les femmes qu'on peut voir en consultation qui disent utiliser cette stratégie-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui montrent qu'en fait, ça nuit à la relation soignant-soigné et qu'on a des gens qui vont arrêter de parler de contraception avec leur médecin parce que ils ont perçu que le médecin qu'ils avaient face à eux, le ou la médecin, ne respectait pas leur choix d'être sur une stratégie non chimique, non hormonale, certes pas super efficace, mais qui chez eux fonctionne. Alors, en consultation, quand je vois une personne qui me dit que depuis 10 ans, elle pratique le retrait et qu'il n'y a pas eu de grossesse, je ne vais pas lui prendre la tête en lui disant c'est n'importe quoi, c'est pas efficace, il faut changer. Je dis bon, ben voilà, vous gérez bien. Et voilà. D'autant que finalement, il y a très peu d'études qui ont été faites sur cette stratégie contraceptive-là, que les études d'efficacité comportent pas mal de biais et qu'on en a quand même, on a quelques études qui ont montré que c'était pas si inefficace que ça et qui aurait matière à faire de la recherche sur cette stratégie-là. On évoque souvent la présence de spermatozoïdes dans le prééjaculat comme étant responsable des grossesses qui peuvent survenir. On a très peu d'études qui ont été faites sur le prééjaculat et les quelques études qui ont été faites montrent qu'il y a des hommes qui n'ont pas du tout de spermatozoïdes dans le prééjaculat. On pourrait donc imaginer que chez ces hommes-là, cette stratégie-là peut être très efficace et très sécurisée. Encore faudrait-il qu'on ait à notre disposition, en médecine standard de tous les jours, un test qui permette de savoir, de faire le tri entre les hommes qui ont des spermatozoïdes dans leur prééjaculat ou pas. Voilà, donc je pense qu'il faut être humble avec le retrait et surtout ne pas disqualifier les patients qui ont choisi cette stratégie-là. Le préservatif masculin, préservatif externe, deux choses à dire, c'est qu'on a moins de risque de rupture lorsque on l'utilise avec un lubrifiant. Ça, c'est pas sur la diapositive, mais ça, il faut systématiquement dans vos conseils dire qu'en plus du préservatif, il faut toujours associer un lubrifiant compatible avec le préservatif. Deuxième chose qu'on peut dire, chez les personnes, les couples qui sont un peu en résistance au préservatif en latex, leur dire que ceux en polyuréthane ont une meilleure acceptabilité d'après les études, mais on a plus de risques de rupture. Bon. Voilà. Ensuite, l'abstinence périodique, voilà, c'est un sujet qu'on doit pouvoir aborder avec tous les hommes, notamment parce que ça offre l'opportunité de parler du consentement, parce que je pense qu'on est dans des sociétés qui éduquent les hommes à avoir un petit peu de difficulté avec la notion du consentement, donc c'est l'opportunité de reparler de ça et de parler aussi du viol conjugal. Et puis, il faut savoir qu'on a des études qui montrent que lorsqu'on est sur quelque chose de très bien observé, qu'on appelle la méthode des indices combinés, où on fait à la fois le calendrier, à la fois la température corporelle, à la fois l'examen de la glaire, À mon avis, ouais. et qu'on peut éventuellement... Alors, Mel, il faudrait couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Et quand on fait des tests d'ovulation, il y a des études qui montrent que quand on a des femmes et des couples qui s'investissent beaucoup, alors toutes les femmes et tous les couples n'ont pas la capacité ni l'envie d'être très impliqués dans ce genre de stratégie. En tout cas, ceux qui le font et qui arrivent, on a des niveaux d'efficacité qui sont équivalents à ceux de la pilule féminine. Voilà. Donc, il ne faut pas disqualifier. Il faut aussi savoir accompagner. Et ça implique l'homme, parce que l'homme, il a un rôle à jouer là-dedans. Quand c'est pas le moment d'avoir un rapport sexuel, bah, c'est pas le moment. Il faut qu'il accepte et que ce soit pas un problème dans son couple. Voilà. On va parler un petit peu de vasectomie.
rapidement, pour laisser la place aux questions, puisque le temps tourne, juste pour vous dire qu'en France, on est très en retard, hein. Au Québec, ce serait entre un quart et un tiers des hommes québécois qui sont vasectomisés avant 50 ans. En France, c'est beaucoup moins. Quand on compare avec d'autres pays qui sont comparables comme la Belgique, on voit qu'en Belgique, c'est 7 à 8 fois plus d'hommes qui sont vasectomisés. Néanmoins, en France, ça bouge. On a eu 15 fois plus de vasectomies par an en 2022 qu'en 2010. Donc, ça grimpe, la demande, suit une courbe de croissance qui est exponentielle. On a même croisé le nombre de ligatures des trompes avec le nombre de vasectomies en 2021, donc ça s'est inversé de ce côté-là, c'est plutôt positif. Alors la vasectomie, très rapidement, il faut savoir que ça n'a pas d'effet indésirable d'ordre sexuel. Au contraire, on a quand même quelques études qui montrent que le fait de se sentir libéré de la crainte du risque de grossesse et ou des effets secondaires de la contraception chez la femme montre qu'on améliore la sexualité des couples. L'éjaculat, il est normal sur le plan macroscopique. Donc, il faut vraiment être très, très rassurant auprès des hommes et des femmes sur le fait que c'est une chirurgie mineure et qu'elle n'a pas d'impact négatif sur la sexualité. Aujourd'hui, elle ne se pratique qu'en établissement de santé et par des urologues. Il faut attendre 4 mois de réflexion. Alors, ce délai de réflexion, il y a deux possibilités. Il y a des urologues qui tiennent à ce que le délai démarre au moment où ils ont vu, eux, l'homme en consultation. Il y a d'autres urologues qui acceptent de faire partir ce délai-là à partir de la consultation d'information auprès du médecin traitant. C'est à vous de voir dans votre réseau comment fonctionnent vos urologues, quoi. Et puis, c'est bien irréversible, hein, c'est comme ça qu'il faut le présenter. Alors, oui, il existe l'opération de réversibilité qu'on appelle la vasostomie, où on réabouche les canaux déférents. Voilà, l'efficacité de cette opération de réversibilité varie beaucoup en fonction de la méthode de vasectomie, de l'ancienneté de la vasectomie et de l'expérience du chirurgien. Alors aujourd'hui, en France, il n'y a quand même pas beaucoup de chirurgiens qui maîtrisent ce geste-là. C'est vraiment important de présenter cette stratégie contraceptive comme définitive et de bien proposer une cryopréservation de sperme avant le geste. De toute manière, c'est une obligation légale, hein. L'urologue ne peut pas le faire avant. Voilà. Alors, quand on compare la vasectomie avec la ligature des trompes, ça, pareil, c'est des bons arguments à expliquer aux femmes notamment, mais aussi aux hommes, en disant que voilà, la vasectomie, c'est une chirurgie mineure qui a 20 fois moins de risque de complications que la ligature des trompes, et on a 3 fois moins d'échecs. Voilà. On a 3 fois moins de grossesse à 1 an dans les couples qui ont fait une vasectomie que dans les couples où c'est la femme qui fait la ligature des trompes. Voilà, dans les freins d'accès à la vasectomie, le premier, c'est le défaut d'information, hein. On ne parle pas assez de vasectomie, y compris aux femmes, hein. Il n'y a pas assez de femmes qui savent que la vasectomie, c'est pas dangereux et que ça ne va pas castrer leur partenaire. Il faut que les femmes se sentent libres d'en parler à leur partenaire. Et l'autre motif, alors, on vous a mis les résultats d'une étude qui a été faite en Moselle en 2019. Voilà, c'est des refus qui ne sont pas justifiés médicalement. Donc ça, c'est pour vous inciter à identifier dans votre réseau les urologues qui ne vont pas opposer des freins non justifiés médicalement à la vasectomie, notamment l'âge minimum ou le fait d'avoir déjà eu des enfants. Le cadre légal français est très clair, hein. Il faut être majeur et avoir respecté le délai de 4 mois de réflexion. C'est tout. Il y a des urologues qui vasectomisent des hommes très jeunes qui n'ont pas d'enfants en respectant le cadre légal, et c'est la bonne pratique en fait. Malheureusement, il y a beaucoup d'urologues qui opposent leur clause de conscience sur ce geste. Voilà. Pour finir, voilà, la contraception masculine, la première des choses à faire, c'est d'en parler. Ça a été montré par des études, hein. La contraception, qu'elle soit masculine ou féminine d'ailleurs, hein, elle est acceptable par les hommes ou par les femmes qui sont informés. Alors, il y a des plaquettes d'information. Là, on vous a mis celle de l'ANSIC, hein, donc l'Association nationale des centres d'orthogénie, qui a fait la première plaquette française qui parle du sujet. Vous pouvez la télécharger sur le lien qu'on vous a mis là. Avec le groupe de travail, on a aussi fait une plaquette donc, qui vient de sortir. Elle est sortie là en marge du congrès de la médecine générale qui a eu lieu il y a un mois ou deux. Elle est vraiment dédiée aux généralistes.
Elle vous représente un petit peu toutes les stratégies contraceptives, niveau d'efficacité, balance bénéfice-risque, et puis surtout, il y a une petite partie dédiée à l'accompagnement, à la réduction des risques des hommes qui souhaitent pratiquer la contraception thermique par remontée testiculaire. Ça, c'est très, très important, hein. Si vous êtes sollicité en consultation par un homme qui veut pratiquer la remontée testiculaire, éthiquement, il ne faut pas refuser au motif que c'est une méthode qui a été interdite par la NSM pour l'instant, parce que des études montrent que ces hommes-là vont le faire quand même. On a une étude qui a été faite en 2019, hein, l'étude Testis, auprès de presque 1000 hommes, qui montre que ils le font, et ils le font sans médecin. Et au final, sur ces 1000 hommes, il y en avait seulement 5% qui respectaient le protocole. Donc ça, c'est pas acceptable éthiquement. Il faut savoir les accompagner. Si vous voulez pas le faire, pareil, ce serait bien d'identifier dans votre réseau des médecins qui acceptent de le faire. Et si vous voulez le faire vous-même, je pense que la plaquette qu'on a rédigée, elle explique bien comment est-ce qu'on peut bien accompagner en toute sécurité un homme qui veut pratiquer la remontée testiculaire. Voilà. Vous avez aussi le site de l'Ardécom. Très souvent en consultation, moi je le présente aux hommes et aux femmes, voire j'imprime la page d'accueil du site et je la donne à toutes les personnes que je vois en consultation. Voilà. Pour accompagner vos patients, il y a des communautés de patients, experts. Donc ça, vous verrez sur la diapositive les liens. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont pas mal utiles pour accompagner les hommes qui veulent faire de la remontée testiculaire, où il y a des hommes qui s'échangent des trucs et astuces pour se procurer les dispositifs, pour gérer tel ou tel effet indésirable, notamment l'irritation, hein. L'anneau en silicone, on a souvent des irritations cutanées. Il y a plein de petits trucs. Ne pas complètement se raser les poils, laisser quelques millimètres, mettre un petit peu de talc, avant, après, telle crème. Enfin voilà. L'apprentissage par les pairs fonctionne très bien. On vous a mis quelques références bibliographiques, mais sachez qu'on a un fonds documentaire partagé en ligne et là vous avez le lien. Vous pouvez consulter tout ce qu'on recense depuis 2-3 ans maintenant sur le sujet de la contraception masculine. S'il y a des références qu'on n'a pas, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et puis, voilà. On a créé une adresse email générique, le Collège de la médecine générale, hein, notre groupe de travail, pour accompagner les professionnels sur leurs accompagnements à la contraception masculine. Donc, si vous avez des questions techniques, notamment sur l'interprétation de spermogrammes ou sur des contre-indications, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais. Alors, ce ne sera pas en direct pendant la consultation, hein, mais quelques heures, quelques jours, pour répondre à vos questions techniques sur l'accompagnement d'hommes sur la contraception masculine. Voilà, on a fini. On passe aux questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, n'hésitez pas à réactiver vos micros pour poser les questions. Peut-être que tu peux enlever la présentation, Alan, comme ça. Ok, j'arrête le partage. C'est bon? Oui, ça marche. On peut prendre des questions dans le chat aussi si le micro ne marche pas. Dans le chat, je mets le lien vers le diaporama. Donc, vous pouvez l'utiliser, le présenter dans vos équipes, le présenter à vos internes. Il est libre de droit. Pas de questions, on a été super clair? Non. A priori, oui. Alors, à nous poser des questions, du coup, hein, je me permets. Hein. Est-ce que parmi les gens qui sont connectés, est-ce que vous avez déjà été confronté à une demande d'accompagnement sur la contraception masculine? Oui, vas-y Yannick. Alors, pardon, moi c'était une question, mais pour répondre à la question, oui, ça m'arrive quand même de temps en temps. Oui. Ok, et donc du coup, une question, Yannick? Oui, c'était par rapport au traitement hormonal, enfin à la contraception hormonale. Est-ce qu'il y a également un risque avec ce traitement-là en termes de méningiome, hein,
comme il peut y en avoir avec les macroprogestatifs, ou est-ce qu'on est sur un mécanisme d'action complètement différent? Alors, c'est une bonne question. Je commence à répondre, maintenant je te laisserai compléter. Alors déjà, le protocole qu'on utilise aujourd'hui, qui est validé par l'OMS, c'est que de la testostérone. Il n'y a pas de progestatif dedans. Et à ma connaissance, il n'y a pas de lien avec le ménagiome et il n'y a pas d'alerte non plus. Euh, alors, par contre, l'avenir de la contraception hormonale masculine, et on n'en a pas parlé, c'est le développement d'un gel, parce que c'est vrai que les injections intramusculaires hebdomadaires, c'est quand même pas super easy à utiliser. Là, ils développent un gel donc à application cutanée biquotidienne, matin et soir, qui contiendrait à la fois de la testostérone et à la fois un progestatif. L'intérêt du progestatif, c'est qu'il permet de réduire la dose de testostérone qu'on utilise et donc les effets indésirables liés à la testostérone. Et il est presque en passe d'aboutir ce gel-là, hein. Aux États-Unis, c'est eux qui le développent. Ils viennent de terminer la phase 2B, enfin l'essai clinique de phase 2B. Il ne leur reste que la phase 3 à faire et on pourrait se dire que d'ici 5 ans, c'est un produit qui pourrait arriver sur le marché en France. Là, vu qu'il contient un progestatif, peut-être qu'il pourrait y avoir un risque avec le méningiome. Je ne sais pas s'ils ont le recul aujourd'hui pour avoir la capacité de nous dire si oui ou non ça augmente le risque d'avoir un méningiome ou pas. Je ne peux pas en dire plus. Manon? Pas davantage d'éléments. Mais à ma connaissance, aucun lien entre la testostérone et les méningiomes. Donc, Ok. D'autres questions? Des partages d'expérience avec des accompagnements, des demandes en contraception masculine? Alors, du coup, attends, je vais continuer. Alors, sur la vasectomie, il y a deux types de vasectomie. La vasectomie classique, qui a été faite jusqu'à présent et qui est encore très majoritaire. Il y a la vasectomie mini-invasive, qu'on appelait avant no-scalpel vasectomie, laissant croire qu'on arrivait à faire une vasectomie sans ouvrir le scrotum. En fait, non, hein. La mini-invasive, qui n'utilise pas de scalpel, en fait, elle fait une toute petite ouverture du scrotum qui est médiane, en utilisant une pince à dissection, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de scalpel. L'intérêt, c'est qu'en disséquant, en dilacérant, entre guillemets, les fibres cutanées, ça permet une cicatrisation plus rapide, plus physiologique que si on incisait. Et donc, c'est une ouverture médiane. On sort un déférent, on le coupe, on le range. On sort un deuxième, on le coupe, on le range. On ne fait même pas de point de suture. On met un strip et c'est terminé. Cette méthode-là, c'est la méthode de référence qui est recommandée par l'OMS parce qu'elle elle est aussi efficace, elle est plus accessible et il y a moins de complications. Est-ce que vous identifiez sur votre territoire des urologues qui pratiquent cette mini-invasive ou est-ce que pour vous, c'est pas visible, vous ne faites pas le distinguo? Je vous dis ça parce que moi, sur mon territoire, je n'arrive pas à savoir, j'ai pas réussi à identifier encore quel urologue fait de la mini-invasive, alors que c'est celle qui est recommandée. Pas de réaction. Ah du coup, sachez-le, moi, je vous invite un peu à creuser dans votre réseau les urologues qui font de la mini-invasive ou pas, parce qu'idéalement, ce serait plutôt vers ces urologues-là qu'il faudrait orienter les hommes qui veulent se faire vasectomiser, parce que voilà, c'est la méthode de référence à l'international. Moi, l'expérience que j'en ai à Strasbourg, c'est effectivement le CHU qui fait ça. Mais alors, de savoir quelle technique plus précisément ils utilisent, voilà, je n'ai pas eu la curiosité de regarder. Ok, ben moi, tu vois, par exemple, mon CHU à Nancy, il fait un mix. Alors, normalement, la mini-invasive, on l'a fait sous anesthésie locale, hein, parce que c'est dommage de faire une anesthésie générale pour ça. Normalement, mon CHU, il fait de la mini-invasive, mais il l'a fait sous anesthésie générale. Voilà. Pour des raisons qui sont doubles, à la fois d'organisation du service, et il n'a pas accès à une salle autre qu'un bloc opératoire pour le faire, et une fois qu'il est au bloc opératoire, eh ben, vu le coût que représente le bloc opératoire, c'est plus rentable pour la structure hospitalière de faire une anesthésie générale qui
qui permet de coter un forfait hospitalier que de faire une anesthésie locale qui ne permettrait pas du tout de coter ça. Voilà. Donc il y a des raisons d'organisation, des raisons financières. Et ça, c'est un problème parce que en fait, voilà, la balance bénéfice-risque d'une anesthésie générale, elle est quand même un peu moins bonne qu'une anesthésie locale pour ce geste-là. Pas d'autres questions? Tout le monde a faim? Tout le monde veut aller manger? Ok, bon. Merci beaucoup du coup à vous deux pour cette présentation et puis du coup je partagerai le diaporama aux participants et effectivement le replay sur notre chaîne YouTube voilà, pour ceux qui ont manqué le rendez-vous aujourd'hui. Très bien. Merci. N'hésitez pas à Merci consulter beaucoup. nos travaux et À puis votre à nous disposition. rendre aussi. Ouais. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.